Le parc national Chapada dos Veadeiros se situe en plein cœur du Brésil. Les plus beaux paysages du Brésil servent d'écrin à ce sanctuaire. Pour de nombreux hommes et femmes, ces plaines sont sacrées. Ils consacrent leur vie à les servir. En dépit de leur dévouement, cette terre demeure inhospitalière. À perte de vue s'étalent des lacs sublimes, une végétation abondante. Pourtant, sur un continent qui abrite tant d'espèces, on cherche en vain les traces de la vie. Pourquoi ? Il faut faire un long chemin avant de le savoir. Pablo dirige le parc. Il est pompier volontaire et père de 2 enfants. Dans sa poitrine bat le cœur du parc. Pour protéger ces terres, il doit les brûler. En effet, de nombreux feux de forêt dévastent le parc chaque année. La seule manière de les éviter est de les devancer d'une façon contrôlée. Si le brasier rencontre une terre déjà calcinée, il sera stoppé. Avec l'aide de son équipe, Pablo répand de l'essence enflammée et délimite le secteur à protéger. Nous ne sommes qu'à quelques semaines de la saison sèche, et donc des incendies. L'an dernier, plus de 80% du parc ont été détruits. Pedro et son équipe sont là pour éviter que le drame se reproduise. L'équipe du directeur a fait son travail. Les feux préventifs font aussi le leur, avec un appétit féroce. Les incendies buteront sur la terre qu'ils ont dégagée. À quelques kilomètres de là, une étrange créature prend du bon temps près d'un lac. La berge n'est qu'une étape pour ces capybaras en quête de nouveaux territoires. Ces explorateurs trouvent à leur goût ce coin de paradis. Ils ont en réalité fait escale non loin du parc, au zoo de Brasilia. André est l'un des nombreux vétérinaires du zoo. Spécialiste des reptiles, il fait son tour de garde, comme chaque matin. Le vétérinaire observe les nouveaux arrivants et en tire une leçon pour ses assistants. Elle s'est blessée au dos dans un accident au zoo. Elle est venue à l'hôpital parce qu'elle a été abandonnée par sa mère. Le reste du groupe l'a attaquée. On met de la pommade, on refait le pansement et on la soigne. Elle est toujours en mauvais état ? Elle va quand même mieux qu'avant. Ok. C'est très ouvert. Elle avait un trou comme si on y avait enfoncé un clou. Phil, un autre vétérinaire, accompagne André pour la visite de ces patients si particuliers. Ce faon souffre d'une cataracte, ce qui est très rare à son âge. Il a donc besoin d'un suivi constant.
Qual a idade dele? Mas esse bicho aqui, ó, 2 semanas? 2 semanas. Ele é filho da nobre que chegou de BH. Aham. E a mãe recusou, né? O macho nosso já pegou ela, né? Pouco tempo. Então. Ele tá mamando Il ou tá tète passando ou il est alimenté par une sonde, sonde? né? Par une sonde. Tu as vu comme il est maigre? Il bouge davantage maintenant. Agora, tia. André, jusqu'ici, il était plutôt prostré. La visite continue avec ce flamand rose, malheureux vainqueur d'une querelle qui lui a laissé une grave blessure au bec. Essas músicas são suas, Toshinho? Essas músicas são suas? Bom, hein? Sur une plaine de Chapada dos Veadeiros, Pedro élague une portion de terre qu'il destine à une plantation un peu particulière. On va mélanger les graines, mettre un peu d'eau et ajouter la terre. Puis mettre le tout dans ce bac. Le directeur et son apprenti plantent des arbres dont l'ombre étouffera les plantes envahissantes. Véritable cauchemar, les envahisseuses causent la disparition de plantes endémiques. Quand celle-ci se raréfie, une ribambelle d'animaux qui en dépendent s'éteignent aussi. Mais alors que le directeur rentre chez lui, il distingue au loin une fumée noire. Un feu embrase une partie du parc. La saison sèche vient de commencer. Allez les gars, il y a le feu. On prend le matériel, on suit la procédure et on y va, ok? Pedro regroupe son équipe et part à la rencontre du premier feu de la saison. Dans le pick-up, la tension est à son maximum. Une seule erreur, un seul faux pas et c'est une vie perdue. Au cœur des flammes, les hommes ne ménagent pas leurs efforts. En tentant d'éteindre la bordure de l'incendie, ils s'efforcent de canaliser la propagation des flammes et ainsi l'étouffer. Allez les gars, on contourne le feu, on y va! Le travail est payant. Le feu perd en intensité. Le premier incendie de la saison a été jugulé. Les hommes du directeur peuvent être fiers. Mais ce feu n'est que le premier de la saison. Les hommes le savent bien.
Mais une victoire reste une victoire. Se tem fogo, a gente apaga! Se tem fome, come brasa! E se tem sede, a gente bebe! Anica, anica, anica! Aux eaux de Brasilia, où échouent parfois des animaux errants venus de Chapada, André, le vétérinaire passionné de serpents, contemple ses patients. Un peu plus loin, André prête main forte à Joyce, la vétérinaire assignée à Tatou, le rhinocéros. Fica. Olho. André doit procéder à une banale injection sur l'animal. Mais rien n'est facile avec un rhinocéros de plus de 2 tonnes. Les vétérinaires doivent rassurer l'animal. S'il s'énerve, une erreur peut leur être fatale. Isso. Fica aí, injeção. Injeção, tosse. Fica. Vem. Vem, tosse. Calma, Thor. Tem alguma coisinha? Sujo. Plus habitué aux reptiles, André a réussi. Il peut être fier de lui. La visite continue. La liste des animaux blessés est longue. Eita, baixinho, você dá uma levantada nessa cabeça, hein? Pega bem nos teus peitos. Les vétérinaires travaillent en permanence. Coexister avec des animaux rares leur tient lieu de récompense. Ils leur donnent une seconde chance. C'est la mission de cette équipe qui consacre sa vie à la sauvegarde de ces espèces. La visite se termine par le dîner d'un petit capucin. Le singe aime jouer avec les membres de l'équipe soignante. Pour eux aussi, c'est un moment drôle et tendre, une belle manière de terminer la journée. Isso aqui não. Peraí. Tá fechado ali? Tá. Ela sai, Não, não tem não problema. problema. Não problema. Aqui tem O que foi esse Flamingo aqui, Rafael? O cara ele apanhou do. Agora ainda te pegou um pouco mais de sangue. De outros. João, depois pega ela aí pra nós, cara. Pra não perder tempo aí. Ela dá umas mordidas, mas não é uma violência. Não me morda. Não me morda. Ai, 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 ai. Ela não tá acostumada a esse tipo de contenção, por isso que ela foi, cara. Tá acostumada só. À Chapada dos Veadeiros, c'est le moment du débriefing pour les hommes de Pedro, le directeur du parc. Queria saber assim, por que é importante fazer esse trabalho que a gente faz, né? Aí, Cláudio, o que você acha, hein? Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Parce que c'est important, ce travail que nous faisons. Aqueles fogão assim. C'est important parce que pendant la saison sèche, le feu est tellement violent qu'il tue toutes les plantes du Chapada. La faune, la flore. Isso é o mais Oui. importante, né? C'est le plus important. Quando o fogo Quand entra le na feu se época déclenche, seca, à la saison sèche, nas matas, près des sources et des forêts, acaba queimando a árvore il centenária. finit par brûler des arbres centenaires.
Je ne connaissais pas le Cerrado. Je ne savais pas comment lutter contre les incendies dans le parc. Rien de tout ça. Alors, quand je suis arrivé ici et que j'ai vu à quel point c'est fragile, 8 ans plus tard, je me suis enfin rendu compte de l'importance de contrôler le feu. Au début, je croyais toujours qu'un jour, j'arriverais à empêcher le feu d'entrer ici. J'ai vu que ça ne servait à rien. Le feu se déclencherait quand même. Tu sors de chez toi et sur le chemin du travail, tu passes près de 5 torrents où tu peux boire de l'eau. Cela n'existe nulle part ailleurs. C'est vraiment très précieux. Habiter ici, aujourd'hui, cette eau, on n'a même pas besoin d'y mettre du chlore. L'eau vient de Potenza. Ici, c'est encore très préservé. Il y a encore beaucoup de forêts, mais c'est très fragile. On le voit dans la forêt ici, les arbres qui meurent. Alors à partir de maintenant, on va s'occuper de tout ça, parce que la région est vraiment précieuse. On va faire des brûlis à la bonne période, pour éviter ce qui s'est passé dernièrement, à la saison sèche. Quand j'étais petit, j'habitais à la campagne. Mes parents étaient chercheurs d'or. On déboisait tout. Aujourd'hui même, j'arrive dans une zone là, sur le terrain de mon père, qui fait plus de 3 hectares, et c'est tout déboisé, comme un pré. Auparavant, il y avait la forêt, des bois, des arbres immenses. Avec le temps, je suis venu à São Jorge, je suis entré dans la brigade incendie. Et j'ai commencé à prendre conscience, ce que c'est de préserver, l'importance que ça a. Aujourd'hui, j'interviens à chaque incendie et je le fais avec toute ma bonne volonté. Alors que s'élèvent vers le ciel les dernières fumées, à quelques kilomètres de là, Maya, un guide spirituel, communie avec la nature. Maya cohabite avec les éléments du parc depuis près de 20 ans. Le parc de Chapada dos Veadeiros est depuis longtemps un lieu de refuge pour des hommes et des femmes en quête de spiritualité. Alors Lily, c'est la première fois que tu viens au jardin zen? Première fois, oui. Alors je vais te montrer à quel point cet endroit est spécial. Oui, s'il te plaît. On dirait qu'il n'y a rien, mais l'énergie est très forte. Ici passe le 14e parallèle sud, qui est une ligne imaginaire, tu sais. Il y a l'équateur, et en dessous de l'équateur, il y a les lignes qui sont les parallèles. Et ici, c'est la ligne imaginaire où passe le 14e parallèle sud. Cette bande de terre est très connue pour sa valeur mystique. C'est là que naîtra une nouvelle civilisation. Mais le parc a été dévasté pour y faire des plantations, pour y élever du bétail. Il a été soumis à ces réductions parce qu'il y a tout autour des propriétaires privés. Il y a des pâturages. Os proprietários fizeram pressão. Tout ça, c'est du cristal. Du cristal, du quartz et encore du cristal. Le cristal stocke et conduit l'énergie. C'est sa véritable fonction. Il stocke cette énergie qui guérit. Nous pouvons la capter par télépathie. Donc ici, nous pouvons faire irradier des pensées de lumière pour l'humanité terrestre, des pensées de soins curatifs pour la planète.
Les plus anciens minéraux du monde constituent le sol du Chapada, ce qui attire vers le parc les esprits mystiques comme ceux de Maya ou Lily, son amie venue de la ville. Il faut atteindre le cœur du parc, après une descente abrupte de 5 km, pour que se révèle sa véritable magie. Des sources d'eau intarissables bordées d'une riche végétation attirent Maya. Ces eaux viennent du fond des âges géologiques. On leur prête une valeur spirituelle. À l'aide de son quartz emprunté à la terre, Maya prodigue des soins à son amie. Viens voir Lily. Ça, c'est un cristal de massage. Si tu veux te détendre, tu peux l'utiliser. Je peux te faire un massage dans le dos. J'utilise cette partie plus ronde pour un massage relaxant. Si tu as besoin de renforcer tes genoux, tu utilises ce point. Ici, c'est le point estomac 36. On a l'habitude de passer le cristal pour tonifier le genou. Ça fait un peu mal. Pourquoi? Normalement, ce point est relié à beaucoup de parties du corps. Si tout ne fonctionne pas très bien, s'il y a un blocage d'énergie, il est douloureux. C'est au cœur même du parc, où le feu ne peut aller, où la nature s'épanouit, que Maya profite de tout ce que Chapada peut lui offrir. Et c'est bien là, où l'eau coule sans interruption, que l'on peut enfin apercevoir les petits animaux qui ont fait de cette cuvette leur royaume. La cime des arbres se balance. Des cris aigus résonnent dans la forêt. Nous sommes sur le territoire des Ouistiti. Le Ouistiti est un animal agile. S'il descend au sol, ce n'est que pour remonter sur un arbre voisin. Son cri ne cesse jamais. Il lui permet de garder le contact avec les siens et de les prévenir en cas de danger. La population des Ouistiti est en baisse constante. Ceux qui restent ont trouvé leur place à l'épicentre d'un parc de plus de 6000 hectares. Pourquoi les animaux ont-ils déserté le parc national de Chapada, qui ne doit plus sa beauté qu'à des phénomènes géologiques spectaculaires? Des saisons sèches de plus en plus dommageables, une température ambiante en constante augmentation et des feux dévastateurs ont repoussé la vie sauvage. L'austérité de Chapada souligne ce que les amoureux du parc prennent pour sa véritable beauté. Les profondeurs de notre planète y sont en contact direct avec la Terre et avec les cieux. Le parc national maritime Fernando de Noronha est situé au Brésil. Grâce aux eaux chaudes que le courant subéquatorial jette vers ces 21 îles, la vie y foisonne. La zone est stratégique, en particulier pour les tortues marines, car celles qui y naissent iront ensuite peupler tout l'Atlantique et les Caraïbes.
C'est cependant des requins que Marc est amoureux. Il les étudie depuis 20 ans sur l'île de Fernando de Noronha. Il a réalisé son rêve, montrer au plus grand nombre les fonds marins, sans masque ni tuba. L'ami des requins a créé le Navi, un bateau dont la coque incorpore une lentille d'1,50 m de diamètre. Elle permet aux passagers de contempler la beauté des mers sans se mouiller. Isso é em função das algas microscópicas. Mas a gente vai dar início visitando o roteiro arqueológico. Grâce à ce système breveté, les passagers peuvent découvrir les nombreux poissons que compte l'île. Un système aussi bien adopté par les passagers que par les dauphins qui suivent le bateau comme un compagnon fidèle. Au Centre national de la conservation des tortues marines, un groupe de chercheurs se prépare pour une mission capitale. Jeff, avec ses longs cheveux dorés, et Matt sont chercheurs au centre depuis 5 ans. Ils sont aujourd'hui sur une plage au sud de l'île pour capturer des tortues marines et analyser leurs données biologiques. Lors de ces missions, les plages restent ouvertes et les spectateurs sont nombreux à assister au spectacle. Jeff et Matt doivent capturer une tortue olivâtre pour des analyses. La tortue olivâtre est un animal en sursis. La pêche excessive et le braconnage la mettent en danger. Matt plonge et réussit à en capturer une du premier coup. Il l'amène sur la plage pour l'examiner. Sur sa carapace, elle a une couche verdâtre. C'est pour ça qu'on l'appelle tortue olivâtre. C'est une espèce classée comme vulnérable. C'est-à-dire une espèce menacée d'extinction, très vulnérable. Maintenant, nous allons noter la date, l'heure et le lieu de la capture. Pendant ce temps, Jeff, toujours sous l'eau, procède lui aussi à une capture. La victime se débat, rendant la tâche presque impossible. Cet animal mesure 90 cm. On fait 3 mesures. On garde la plus grande des 3. Ce marquage est comme une carte d'identité. Chaque fois que nous capturons cet animal, on va comparer les données avec celles faites lors des captures précédentes. Matt prélève un peu de tissu organique, d'où l'on extraira un échantillon d'ADN. Na Praia do Leão. Ela só desova nessa praia? Qual praia? Não, ela desova no Leão. Ela desova basicamente quase todas as praias. Né? A maior concentração é no Leão. Ela desova basicamente quase todo o arquipélago.
Ils marquent ensuite le reptile pour le reconnaître la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Loin du tumulte de la plage, les tortues nagent en toute quiétude dans l'océan. La tortue olivâtre est dotée d'une carapace ovale et aplatie pour un meilleur hydrodynamisme. Elle peut ainsi atteindre la vitesse de 35 km/h. Elle peut rester en apnée pendant 30 minutes et descend jusqu'à 100 mètres de profondeur. Cependant, elle n'a pas le sens de la performance et se contente de se la couler douce au fond des mers. En pleine période de reproduction, un mâle et une femelle se croisent, se caressent, s'effleurent. La femelle a l'avantage. Elle décide du lieu pour la romance du couple. Elle teste le lit d'algues, chasse les voyeurs potentiels et retombe au fond de l'eau pour attendre le mâle impatient. Après l'accouplement, la femelle repart et laisse le mâle se reposer au fond des mers. Au sud de l'île, Marc, le passionné des requins, et Fabio, un ami, partent pour une baignade sur le territoire des squales. Tu es venu à quelle heure? On est venu un peu plus tard. Mais maintenant, l'ondulation est meilleure. Moins ample, tu vois. Les vagues sont plus petites. Armé de sa caméra vidéo, Marc part seul à la rencontre de ses vieux amis. Il plonge à plus de 20 mètres sans trouver la moindre trace de requin. Il décide alors de pénétrer au cœur de leur territoire, une zone dangereuse où il est le seul à pouvoir se rendre. Enfin arrivé, l'homme-poisson n'est pas déçu. Sa caméra vidéo caresse de sa lentille ce requin gris qui peuple les récifs de Fernando. Le regard vitreux, la mâchoire acérée, le squale tourne autour de Marc avec insistance. Plus près, toujours plus près. Marc demeure impassable face au prédateur.
L'observateur reste cependant sur ses gardes. Le requin n'attaque que très rarement l'homme, mais ce squale est capable de le broyer en quelques secondes. Le passionné des requins remonte à la surface, heureux de sa rencontre et des scènes qu'il a pu filmer. La vidéo d'aujourd'hui va prendre place dans ces très abondantes archives, qui lui permettent de montrer au public que les requins ne sont pas ces monstres que montrent parfois les films à sensation. Léo, comment as-tu connu Noronha? Comment ça s'est passé? J'ai connu Noronha à travers la voile, en faisant de la voile avec mon père. À l'époque, personne n'avait l'habitude de venir au Pernambuco à Noronha. J'avais le point de vue du pêcheur. J'ai à présent celui de la préservation et de la compréhension des animaux. J'ai développé mon activité de plongeur. Je tiens un registre photographique des espèces présentes dans l'île. Je fais l'inverse de ce que je faisais avant. Avant, je capturais et j'obtenais des informations après la capture. Aujourd'hui, je fais une intervention minime, en apnée, en solitaire, parce que les animaux sont très timides. Et j'enregistre leur comportement par les images, les photos et les vidéos. J'ai compris à quel point ces animaux sont complexes et comment ils adoptent des comportements sociaux parfois inimaginables. Ce sont des prédateurs, mais en réalité, ce sont des animaux qui ont des relations sociales, une cohésion, un dominant, des stratégies d'attaque qu'on n'a aucun mal à voir dans les images. Et ton projet Navi est né de cette curiosité de chercher toujours plus loin. Oui, Navi est une continuité. J'aime travailler avec tout ce qui touche à la mer. Ça a été une nouvelle façon de montrer aux gens le fond marin à Noronha. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas adapté aux personnes qui n'aimaient pas la plongée. Des personnes claustrophobes, aux personnes âgées, aux enfants, qui viennent ici et ne peuvent pas découvrir les fonds marins. On a donc fait des recherches pour savoir quelle était la technologie adaptée pour rendre les fonds marins accessibles. Pour l'instant, je pense que je fais un bon travail. Et tu es en relation directe avec les requins. Ce qui est important, c'est de propager la culture. Oui, mais en fait, tu es très bien ici. Chaque fois que les gens viennent vivre cette expérience, quand ils apprennent quelque chose, quand ils comprennent, alors ça valait la peine. Et avec tout ça, je me suis dit que je voulais vivre ici. Les personnes sont humaines et je suis entouré d'eux. Un poisson appelé chirurgien évolue dans un véritable aquarium naturel où la diversité des espèces est incomparable. Un barracuda solitaire tente de trouver une proie. Des carangues, gros yeux, font de même. Un banc de barracuda évolue dans l'immensité. Ils nagent en parfaite coordination et exécutent un véritable ballet. Pour la protection des espèces et des coraux,
Des règles très strictes ont été édictées par les autorités. Un maximum de 100 personnes chaque jour peuvent nager. La crème solaire est interdite pour limiter la décoloration des coraux et la baignade ne peut durer que 20 minutes. Grâce à cela, les espèces évoluent en sécurité dans leur espace protégé. Cette raie glisse le long du sable en toute sérénité, manœuvrant son dard dont les piqûres sont souvent douloureuses et parfois mortelles pour l'homme. Ces nombreux poissons effleurent la surface des rochers, coincés au gré de la houle et des marées. Dans cette zone, les poissons sont aussi serrés que des sardines. Peu importe l'ordre d'arrivée, c'est toujours le plus gros qui passe en premier. La nuit tombe sur la plage de Fernando. Une tortue olivâtre pond dans le sable. Grâce à son 6e sens, la femelle revient toujours sur le lieu de sa naissance. Elle peut produire entre 20 et 200 œufs. Le travail terminé, la nouvelle maman recouvre le trou de sable avec ses pattes arrière et repart à l'eau, épuisée. Matt, le chercheur qui travaille au centre de conservation des tortues marines, inspecte les plages à la recherche de traces de ponte sur le sable. Pendant ce temps, Jeff, au bureau, étudie le résultat des analyses effectuées après leur dernière sortie en mer. On va voir ici. D'abord, on va vérifier les données de la capture d'hier, que nous avons faite entre 11h et midi. On a fait 1 heure de plongée, non? Foi 1 hora de mergulho, né? O material que a gente coletou ontem. Je vais prendre un morceau ici. C'est cet échantillon que nous avons prélevé hier. Tous les échantillons sont stockés ici avant qu'on les envoie pour les analyses. On les garde ici, en notant bien les numéros correspondants. A qual registro? Agora é só enviar. Tá tudo registrado. Voilà. Qualquer dúvida é só. Maintenant, il ne reste plus qu'à les envoyer. Tout est enregistré. Si jamais on a un doute, il suffit de venir voir ici sur le cahier de terrain. Voilà les 2 échantillons collectés hier. Matt continue d'arpenter les plages de Fernando de Noronha et découvre les traces d'une tortue venue pondre sur le sable. Il doit trouver le trou de ponte, compter les œufs et le signaler par un poteau pour éviter aux visiteurs de s'en rapprocher.
Une nouvelle journée commence dans le parc de Fernando de Noronha. Alors que les visiteurs profitent des vagues et des plages, l'équipe de Matt et Jeff discute sur la plage. À l'époque où j'étais à l'université, quand j'étudiais la biologie, un de mes rêves était de travailler avec les animaux, particulièrement les animaux marins. Parce que, dans mon enfance, j'ai habité ici, à Fernando de Noronha, pendant 6 ans. J'ai été en contact avec la mer, avec les animaux marins. Et l'organisation Tamar, principalement pour moi, qui suis loin de chez moi depuis pratiquement 6 ans, finit par devenir notre famille. Il se crée un lien et ce que nous construisons à Fernando de Noronha, où tout est pourtant plus compliqué, la vie ici est plus simple et les relations humaines doivent être sincères. Une véritable famille se construit au sein du projet. C'est comme ça que je vois les choses ici. C'est très gratifiant de travailler ici. C'est la réalisation d'un rêve. Tout le monde montre du respect pour l'équipe, pour les animaux. Parce que la priorité, c'est le respect et la protection des animaux. L'idéal serait de tout concilier. La croissance vient, on se rend compte que c'est en train d'arriver, que l'île se développe. Je suis ici depuis un peu plus de 4 ans et je m'en suis déjà rendu compte. Ceux qui sont ici depuis plus longtemps que moi peuvent parler encore mieux du développement de l'île. Nous consacrons notre vie à la conservation de tout l'écosystème, de tout l'environnement. Il faut y aller avec le cœur. C'est ainsi. Et comme ça, on continue et on va voir jusqu'où on tient. Quelques semaines plus tard, l'incubation des œufs s'achève. Les jeunes tortues sortent du sable pour rejoindre la mer. Elles poussent de toute leur force pour sortir de leur prison de sable. Ils doivent faire attention aux nombreux prédateurs. Les oiseaux meurtriers planent au-dessus des nouveau-nés. Cette nouvelle génération de tortues olivâtres représente un espoir pour l'espèce. Elles doivent leur survie aux chercheurs et aux scientifiques qui ont fait du parc national maritime Fernando de Noronha un sanctuaire. Sans eux, ces eaux seraient mortes depuis longtemps. Pour accomplir ce miracle, il a fallu 30 ans d'efforts